Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Donc maintenant, si vous le savez, c'est le lundi à 21 h. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Et donc, c'est hebdomadaire. Avant, on en faisait deux. Maintenant, une depuis le 16 avril, comme on l'avait dit. Et donc, ce soir, je vais recevoir une nouvelle invitée, toujours dans le même esprit. Une femme, une femme ou un homme, mais là, c'est une femme engagée et qui va nous parler de son parcours. Nadia Troubisassaf, bonsoir. Bonsoir. Merci Akli pour l'invitation. Merci à toi de venir nous parler de ton parcours, parce que c'est aussi le but de montrer aux gens, et peut-être que certains pourront s'inspirer de ton histoire. Alors, qui est Nadia? Alors, pourquoi Nadia Troubisassaf? Elle est de où? Qui est Nadia? Je me pose encore cette question. D'abord, à quelle Nadia tu parles? Parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Ce que me dit mon mari. Souvent, il me dit à quelle Nadia je parle. Mais écoute, Nadia, j'ai 40 ans, je suis... T'es née où? Voilà, alors ça. Justement, c'est une bonne question parce que tu vois, on pense souvent que comme je suis quelqu'un un peu d'engagé, on pense souvent que j'ai grandi dans un quartier populaire. Et souvent, ça me porte un peu préjudice entre guillemets parce que j'ai des collègues journalistes qui tout le temps me sollicitent sur des questions banlieue, immigration, en me disant, pour venir témoigner, ce que je n'accepte pas souvent, tu vois, je fais une exception pour toi parce que je te connais, que je connais le média sur lequel on est invité aujourd'hui, mais souvent, on me demande de témoigner en tant que femme issue de l'immigration, qui viendrait d'un quartier populaire supposé. Moi, j'ai grandi à Palais Royal, musée du Louvre, à Paris, dans un quartier assez privilégié, même si je venais d'une famille modeste, mais dans un très beau quartier. Et je n'ai pas connu la difficulté des quartiers populaires, tu vois. J'ai connu d'autres difficultés parce que voilà, c'était plutôt une question sociale, de discrimination sociale plutôt que de discrimination ethnique. Voilà. Après, quand tu es une famille modeste dans un environnement riche, ça pose d'autres questions. Et voilà. Alors, comment tu as fait? Donc, tu es d'origine tunisienne, c'est ça, Nadia? Tu as grandi en France? Oui. Tu es née en France ou tu es née en Tunisie? Non, je suis née en France. Tu es née en France, donc tu as grandi en France. Tu es originaire d'où, de Tunisie? Alors, mes parents, mon père est de Tebourba, qui est un petit bled à côté de Tunis, à 30 km, et ma mère est de Garfour, qui est à côté de Siliena. Qui est bien connu parce que c'est un endroit d'où est partie en partie la révolution tunisienne de 2011. Et sinon, on a une maison de famille maintenant à Rafraf, qui est un village de pêcheurs à côté de Bizerte. Voilà. Et on passe toutes nos vacances là-bas. Voilà, si vous voulez retrouver Nadia en vacances, allez là-bas. Alors Nadia, donc comment on fait quand on est effectivement, entre guillemets, même si c'est la question sociale, mais souvent on est renvoyé à son extériorité, à son étrangeité. Comment on fait les études? Comment ça s'est passé, ce parcours? Je dis souvent que je me suis construite par opposition, c'est-à-dire qu'on m'a souvent dit que j'y arriverais pas. Et du coup, puisqu'on me disait que j'y arriverais pas, je voulais prouver que j'y arriverais. Et en fait, en classe de seconde, dans un lycée parisien de Sophie Germain, notre prof d'ES, Madame Lelouch, que je salue, que je salue parce que vraiment c'était une femme engagée. Oui, mais c'était une prof engagée qui avait envie que ses élèves réussissent. Et en fait, elle m'a mis une vraie claque le jour où elle m'a parlé de discrimination sociale, mais en parlant le terme de Bourdieu qui était, je ne sais plus, là j'ai un trou, le déterminisme social. Voilà. Oui, c'est Bourdieu, l'habitus. Voilà, non mais c'est elle la première fois, quand elle a parlé de déterminisme social, tu sais, ça a allumé la enloupe, ça a allumé la petite ampoule dans ma tête. Je dis mais oui, mais c'est ça en fait, c'est ça ce que je vis, c'est ça, c'est le déterminisme social. Et elle nous avait expliqué qu'en fait, en gros, quand tu étais enfant d'ouvrier, tu avais 9% de chances d'avoir ton bac. Et que alors que quand tu étais enfant de professeur, tu avais 75% de chances d'avoir ton bac. Et après, on nous parlait de redoublement au CP, que quand tu avais redoublé le CP, tu avais 6% de chances d'avoir ton bac. Enfin, elle nous avait fait un cours là-dessus. Et vraiment, je m'étais dit, mais oui, en fait, la vraie question, elle est là. C'est ça, c'est le déterminisme social. Et j'étais en seconde. Et c'est ça qui m'a nourrie ensuite. Ah oui, parce que ça t'a nourri... fortement, parce que je me souviens aussi, on va revenir sur les études, mais que tu as écrit des livres sur la discrimination, justement, sur ce déterminisme social. Sur la longue marche, c'était mon livre qui s'appelait 1983-2013, La longue marche pour l'égalité, où je revenais sur les 30 ans de l'anniversaire de la marche pour l'égalité contre le racisme, qui a été rebaptisée par les médias Marche des Beurs. Je m'inscris totalement en faux contre
nomination. C'est une assignation à oui, résidence. Voilà. Non, mais parce que voilà, déjà, le terme beurre ne parle à plus personne aujourd'hui. En plus, c'était très réducteur parce qu'il marchait pour l'égalité et contre le racisme. Donc, c'était vraiment réducteur. Il n'y avait pas que des beurres. Et oui, c'était réducteur. D'ailleurs, ce que je pointe dans le livre, c'est qu'eux, ils réclament l'égalité et on leur propose quoi? La carte de séjour de 10 ans. Alors qu'ils sont français, justement. Et que déjà, il y a un malentendu qui est créé là, il y a un fossé. Puisqu'eux, ils te parlent d'égalité, on leur rétorque carte de séjour. Alors oui, carte de séjour pour les grands frères, pour les parents, tout ça, mais c'est pas ce qu'ils réclamaient. Bien sûr, mais en plus, tu sais que c'était, je te le dis, c'était une avancée, parce qu'à l'époque, les gens avaient des cartes de certains 1 an, 3 ans, 5 ans, c'était un petit peu la loterie nationale. Et c'est vrai que les gens, c'est pour ça que Slimane Azem a fait sa chanson sur le retour et la carte de résidence, parce que tous les ans, les gens attendaient, comme il le disait dans sa chanson, qu'on leur annonce, quoi. Mais c'est vrai que les gens étaient français. Et d'ailleurs, là-dessus, je vais avoir ton sentiment, parce que c'est pas un déterminisme, être beurre. Soit on est franco-algérien, franco-tunisien. C'est pour ça que dans cette émission, les gens me demandent souvent pourquoi tu demandes l'origine. Tout ça, c'est pour qu'on comprenne qu'on peut être d'origine comme breton, mais attaché au pays d'accueil, loyal et constructif. Et après, c'est quand même différent quand tu es franco-algérien, si tu veux, par rapport à l'histoire de tes parents, enfin l'histoire particulière qu'il y a eu entre l'Algérie et la France, le fait que c'était un département, l'Algérie, donc certains parents étaient déjà français, enfin, qu'après, à l'indépendance, ils sont plus français, il y a encore d'autres choses qui se grèvent dessus. Pour l'histoire tunisienne, franco-tunisienne, elle est un peu plus linéaire. Donc voilà, oui, c'est important. Parce qu'il y avait le protectorat, etc. Mais si tu veux, c'est vrai que dans le déterminisme, c'est important. C'est-à-dire que, est-ce que dire les choses, nommer les choses, c'est déjà trouver une solution, non? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, pointer les choses. C'est ce qu'on essaye de faire aussi au quotidien dans le courrier de l'Atlas. On dit mal nommer les choses ne permet pas de trouver une solution, quoi. Donc je ne dis pas qu'on réussit toujours, mais en tout cas, on propose des pistes et c'est ce qu'on essaye aussi, nous, quand on écrit, de faire ça. Et moi, dans mon livre, par exemple, on parlait tout à l'heure de Madame Lelouch. Et voilà, il y a un peu d'évocation de Madame Lelouch dans le livre sur le déterminisme social. Alors moi j'allais dire, parce que c'est vrai qu'après on va venir à ton parcours, comment tu es arrivé au courrier d'Atlas, parce que c'est pas facile, toi tu n'as pas eu un parcours linéaire, tu t'es battu, tu as eu des engagements, et puis il y a des gens toujours qui sont toujours là pour expliquer que les autres sont pas bons, parce que c'est toujours le problème qu'on a quand on avance dans ces vies, et de renvoyer les gens à leur identité, à leur extériorité, à tout ça. Tu as fait ce livre, ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants. Alors pourquoi pourquoi ce roman Alors ça, c'était mon premier roman, et le titre est tiré d'un tract qui a été édité par les francs-tireurs kabyles pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée, c'était quand même de montrer cette idée de fraternité. Alors le livre est sorti en 2016, après Charlie, c'était pas prévu, si tu veux, qu'il y aurait ce timing-là. Pour moi, c'était important de parler de cette idée de fraternité entre les juifs et musulmans. Alors, c'est pas un livre c'est pas un livre bisounours, parce que comme je le dis souvent, j'ai du corps rien, et c'est pour ça aussi qu'il n'est pas passé dans les grands médias. J'ai eu beaucoup de presse alternative, beaucoup de presse, comme on dit, communautaire, tout ça. Les autres médias, il y a plein de journalistes qui m'ont dit, de grands médias, m'ont dit « Ah, mais c'est compliqué, comme vous êtes issus d'immigration, écrire sur un sujet comme ça, parce que je parle du conflit israélo-palestinien aussi ». Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des situations, parce qu'il faudrait que, soit choisir son camp, dès qu'on est dans le conflit israélo-palestinien et qu'on parle de la Palestine, on va y venir, on a l'impression qu'on sera anti, il y a toute cette sémantique en train de se mettre en place, alors que personne ne déteste personne, c'est-à-dire qu'on peut avoir des accords politiques. Non, mais en plus, j'ai reçu un prix pour ce livre, qui est le prix des Voix de la Paix, justement, qui récompense un acteur engagé dans le dialogue interreligieux, qui m'a été remis par le rabbin Yann Boissière, Yann Boissière. Donc, tu vois, c'est les médias qui sont frileux, quand les acteurs associatifs qui, eux, ont lu le livre, ont très bien compris ma démarche, qui est d'expliciter... Moi, en tous les cas, je l'ai très bien compris. Non, mais voilà, qui est d'expliciter un épisode méconnu, parce que c'est une histoire vraie. Les francs-tireurs kabyles est un groupe de résistants kabyles qui ont réellement existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des résistants indigènes qui sont morts pendant la Seconde Guerre pour libérer la France. On leur a promis aussi l'indépendance pour leur pays. C'était justement la zone 45, les manifestations étaient faites pour ça. Kherata Sétif Egelma, c'était justement pour dire à bas le fascisme et le colonialisme. Et du coup, dans ce livre, j'aborde justement l'autre 8 mai 45. Le personnage, il dit que justement, au moment où en France, il y a une liesse qui s'est emparée de Paris, il le saura évidemment que quelques jours plus tard, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, il saura quelques jours plus tard qu'au moment où eux, ils faisaient la fête à Paris, on tirait sur leur famille, sur les gens de leur sang, à Sétif et à Guelma. Je parle du blanchiment de l'armée,
de l'armée aussi, à la Libération, quand on demande aux tirailleurs sénégalais de retourner dans le sud pour faire défiler sur les champs des soldats blancs, pour dire que c'est en réalité des soldats blancs qui ont libéré la France. Donc vraiment, je mets des choses en perspective. Je parle aussi des bombardements de Gaza en 2008. Et je pense que c'est là où il y a un malentendu. C'est que comme le livre commence par un bombardement à Gaza, tout de suite les gens sont frileux. Ils disent oh, ça va être un livre pro-palestinien, ça va être une catastrophe. Et alors, on a le droit dans une démocratie, puisqu'on dit que la liberté d'expression, on a le droit d'écrire des livres pro-palestiniens, oui. Moi je vois des gens qui écrivent des poèmes, c'est le débat démocratique, non? Non, mais en plus, l'idée dans mon livre, vraiment, c'était pas de dire je suis pro-palestinienne ou pro... Oui, voilà. J'ai lu. L'idée, c'était de raconter une histoire. Alors, tout de suite, Laïla, ce n'est pas moi, l'héroïne, parce que souvent on me pose la question, parce qu'elle a grandi à Paris, qu'elle est journaliste. Alors c'est vrai, j'ai grandi à Paris. À Port-Royal. À Palais-Royal. Mais du coup, c'est vrai que j'ai ancré le sujet dans un lieu que je connaissais bien. Et c'était important pour moi aussi que l'héroïne, elle n'ait pas grandi dans un quartier populaire et qu'elle ait grandi dans un beau quartier. Parce que souvent... quand ce sont des du misérabilisme. Voilà. Et je voulais pas, justement. C'était aussi une démarche militante de dire que c'est une héroïne qui a fait une école de journalisme, qui vit dans des beaux quartiers, parce qu'il y en a aussi, et ça existe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec toi, Nadia, quand même. Oui, il y a des similitudes, mais ce n'est pas moi. Voilà, non, mais c'est bien de dire, non, mais quand même, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, certains essaient de stigmatiser, de mettre beaucoup de passion et beaucoup de haine dans ce conflit, alors que si les gens qui se battent pour la Palestine, toi comme moi, je pense qu'on aspire à la paix pour les peuples, pas pour diviser les gens, encore un truc. Mais il ne peut pas y avoir de paix si on continue à coloniser. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que moi, ma réflexion, elle a quand même beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus difficile de parler de deux États qui vivraient pacifiquement quand on voit, par exemple, la réponse démesurée d'Israël à des manifestants pacifiques. On l'a vu là sur les enfants, on l'a vu avec les journalistes. Et quand on apprend qu'Israël a utilisé du phosphore, c'est compliqué, tu vois, de dire oui, la paix, la paix, la paix. C'est compliqué de le dire, surtout quand on accuse de l'autre côté les Syriens et qu'on intervient justement parce qu'ils ont utilisé des substances chimiques. Non, mais en plus, tu sais, moi, mon regard, il a beaucoup changé quand je me suis rendue sur place. On en parlait tout à l'heure à l'extérieur avec d'autres personnes. On regardait sur Insta mes photos et j'ai une photo avec Yasser Arafat que j'avais rencontré en 2003 à la Moukata à Ramallah. Et c'est vrai que mon regard, il avait beaucoup évolué déjà à ce moment-là, dans le sens où j'avais quand même une lecture plus manichéenne du conflit. C'est-à-dire, pour moi, il y avait d'un côté les méchants et d'un côté les gentils, enfin, tu vois. Et que quand je suis allée sur place, c'est vrai que j'avais rencontré beaucoup d'Israéliens qui œuvraient réellement pour la paix. Il y en a beaucoup, plus qu'on le croit, il faut le savoir aussi quand même. Et je me rappelle comme ça, dans un carrefour de voitures, et il y avait des Israéliens qui avaient des banderoles pour dire stop à la colonisation et des automobilistes qui leur jetaient des tomates, des œufs et tout. Donc il faut aussi entendre ces voix-là. Il faut entendre ces voix. Il y avait d'ailleurs, en parlant de ces voix-là. Les réfugiés aussi, hein, les autres. Et en entendant parler de ces voix-là, on peut avoir aussi une pensée quand même pour Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin qui a été un faucon avant d'être un pro-paix, qui avait été prix Nobel de la paix et qui était sur la voie de la paix justement, qui sont arrivés à la même conclusion qu'il fallait dialoguer pour créer la paix. Et tu te rappelles de la phrase de Arafat arrivant à l'ONU en disant je tiens d'une main le rameau d'olivier et de l'autre le Kalachnikov. Ne me laissez pas voilà, ne laissez pas tomber le rameau d'olivier. Voilà, c'est ça ce qu'il avait dit. Mais il était déjà dans cette logique. Ne laissez pas tomber le rameau d'olivier. C'est parce que c'est vrai que et c'était une formule qui était justement très adaptée au conflit israélo-palestinien. Mais elle est toujours en fait. Voilà. Et donc il y a beaucoup de gens qui quand même laissent tomber un peu la rue parce qu'on n'ose pas dire qu'il y a des politiques quand même que même si on est israélien on peut être extrémiste quoi. Parce qu'il y a quand même un gouvernement qui est assez extrémiste, non? Mais nous justement là on avait fait un des. J'allais venir justement parce qu'on l'a envoyé sur le courrier d'Atlas. Alors justement parce que je parlais de ça, tu vas nous parler sur le courrier d'Atlas parce que c'est vrai que vous traitez l'actualité. J'avais vu sur la Syrie pour ne plus fermer les yeux. Et là vous avez fait un dossier sur la Palestine justement avant les événements d'Alexandre. C'était déjà en février, je crois, c'est ça le numéro. Et vous parlez de Palestine résister autrement. Alors parle-moi de ce numéro. En fait, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce que j'ai vu, je pense que vous aussi, beaucoup de publicités qui passaient sur la nourriture israélienne qui disaient que le houmous était israélien. Et donc là,
je me suis dit, bah, moi je connaissais le hummus palestinien, libanais, mais je ne connaissais pas le hummus. Dans ce territoire, c'est les mêmes habitudes alimentaires. C'est ça. Et du coup, quand je vois qu'il y a des restaurants qui ouvrent dans le Marais, qu'on dit c'est un restaurant israélien, non, c'est un restaurant palestinien. Enfin, je veux dire, pour moi, il y avait une nouvelle forme d'appropriation culturelle. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une appropriation qui n'était plus ne serait-ce que territoriale, mais aussi identitaire, de même certaines broderies palestiniennes qui sont reprises par des designers et des créateurs israéliens en disant que c'est un héritage israélien. Alors, je peux comprendre effectivement que la région, tu vois, quand 3 ou 4 décennies, les choses se mélangent, mais pas à ce point-là. Je veux dire... Du coup, je me suis dit, tiens, il faut se poser la question sur l'appropriation identitaire. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait, par exemple, en 1948, par exemple, Israël s'était acharné à détruire, à raser des archives quand elle en trouvait dans des institutions palestiniennes pour dire qu'il n'y avait rien, que ça n'existait pas, tu vois. De rebaptiser le nom des villages, de changer le nom des villages. Et comme ça, les gens ne pouvaient plus dire « mais moi, je viens de ce village-là, il n'existe plus ce village-là », tu vois. Donc, il y avait une réécriture un peu, quelque part, de l'histoire. C'est ça qui m'a dérangée. Et en même temps, je me dis, de plus en plus, bien sûr, on ne m'entendra jamais dire « moi, je ne veux pas la paix ». Bien sûr qu'on veut tous la paix, mais on rêve tous de ça. Déjà, ne serait-ce que dans nos salutations, quand on se dit Salem, c'est que la paix soit sur toi. Donc ça veut dire oui, tout à fait. Tu vois. Et même eux, a priori, quand on te dit Shalom, c'est la paix. C'est la paix aussi. Donc, si on se dit tous que la paix soit sur nous, on devrait il faut de la créer. Parce que je disais, par y arriver, mais qu'est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre aujourd'hui, tu vois? Parce que il faut qu'on dépasse les pieux discours. Voilà, les trucs bateaux, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est la gentillesse, enfin, c'est pas ça qui va faire changer les choses. Mais dans cet article, donc, tu l'as fait justement parce que, d'ailleurs, au passage, sache qu'il y a un très bon restaurant qui s'appelle La Palestine à Marseille. Ceux qui y passent, on y mange très bien et ils verront. C'est à Marseille, donc. C'est à Marseille. Voilà, mais c'est pas en Palestine. C'est un peu loin d'ici, mais. C'est à Marseille. Bah, je connaissais pas d'autres vraiment tenus par des Palestiniens avec un bassin. Ah ben non, mais moi, il y a une blogueuse qui a Rania Talala, qui a créé un blog, la cuisine résister autrement, la résistance par l'assiette, voilà, plutôt, qui a créé un hashtag et dont on parle aussi dans ce numéro, mais on parle aussi de l'histoire extraordinaire de Mohamed Assaf, le chanteur de Gaza. Oui, j'ai vu. Voilà, qui est un très beau film aussi, qui raconte comment les checkpoints... Il y a aussi le printemps de la Palestine, qui essaie de... Le temps de la Palestine, voilà. Pardon. J'ai dit le printemps parce que moi je suis dans les berbères, le printemps berbère, le printemps arabe, on n'arrête plus. On parle souvent de ces printemps-là, mais on ne parle pas des printemps qui sont du temps de la Palestine, pardon. Le temps de la Palestine, parce qu'aujourd'hui, parce que 1948, la Nakba, et qu'aujourd'hui c'était important, il y a Israël d'un côté qui fête ses 70 ans, d'existence, et d'un autre côté les Palestiniens qui fêtent 70 ans de spoliation. Donc tu vois, c'est un peu drôle. Alors, il y avait quelqu'un qui l'avait dit en disant que je ne peux pas fêter parce que ça, et il s'est attiré les foudres de ses... Parce qu'il était, entre guillemets, de confession juive, mais ça, c'est pas le gros sac, et donc il s'était attiré les foudres de toute la communauté en disant comment tu peux dire ça, quoi. Bah justement, j'ai eu un échange hier avec un monsieur dans le train qui lisait la Torah dans le RER et je lui demandais justement, parce qu'il disait ça se lit comme l'arabe en fait. Et, oui. Et je pensais qu'en fait ils n'avaient pas le droit d'avoir des textes sacrés comme ça dans le train, enfin tu vois. Donc je lui pose la question et puis on commence à discuter et il me dit qu'en gros pour lui c'est un acte militant de lire la Torah dans le train et de montrer qu'il y a quand même des juifs, parce qu'il avait une kippa et c'était un homme d'origine, je sais pas, ou africaine ou antillaise. Donc, noir. Et les Africains, oui, les Érythréens. Non, mais du coup, je lui ai demandé si c'était un falacha et il m'a dit pas du tout. Donc, mais après, il descendait, donc on n'a pas eu la suite. Mais lui, il me disait, je lis la Torah pour fêter les 70 ans d'Israël. Et du coup, je lui ai dit, mais pour vous, c'est un anniversaire. Mais pour les Palestiniens, je ne suis pas sûre que ça soit un anniversaire qu'ils aient envie de célébrer. Je dis, pour eux, c'est quand même une période noire, quoi. Ils ont perdu leur pays, leur maison. Là, je lui parle des Palestiniens qui ont toujours la clé de leur maison autour du cou, tu vois. Et il a dit quoi? Il m'a dit, je dois descendre. Ah, il a dit, je vais descendre. Non, mais parce que je dis ça parce que c'est vrai que sur ce que je disais, après sur les habitudes alimentaires, il faut quand même savoir que dans la communauté juive, il y a les séfarades qui sont effectivement d'Afrique du Nord. Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup d'amis juifs séfarades. Voilà, et donc ils ont les mêmes habitudes alimentaires que nous, ils parlent la même langue. Et il y a beaucoup de juifs aussi qui sont berbères. Moi qui suis berbère, tu parlais des Kabyles ou des Chaouis, tout ça. Il y en a beaucoup qui sont entre guillemets, après ils ont fait une autre religion. Et je dis ça pour dire, dénoncer des conflits, c'est pas forcément vouloir diviser les gens ou avoir la haine de l'autre.
Non, mais ce que je dis en plus souvent, c'est que c'est important de montrer ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Sauf que c'est compliqué de continuer à maintenir ce discours quand tu vois la réponse inappropriée d'Israël à une marche pacifique, tu vois. C'est ce que on a vu avec les juifs. Et c'est pour ça que je dis aussi à nos amis juifs et tout ça, ou nos amis israéliens, quelle que soit leur fonction, qu'à un moment donné, il faut, devant l'insupportable, il faut quand même dénoncer. Mais tu as Nathalie Portman qui a refusé d'aller en Israël pour recevoir un prix parce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas cautionner les événements récents en Israël. Tu vois, donc c'est une actrice américaine qui est américano-israélienne, tu vois, qui le dit clairement. Donc si nous, quand Akli Melouli le dit ou Nadia Troubissafsaf, tout de suite ça peut être plus polémique. C'est polémique, ouais, voilà. Je comprends pas, alors que moi j'ai pas, comme toi, on n'a aucune animosité. Non, pas du tout. Mais par contre, on peut pas laisser sous silence la cause palestinienne. Non, mais nous, si on dit ça, c'est tout de suite polémique. On va tout de suite être taxé de choses qu'on n'aura pas dites, tu vois. À aucun moment on va porter, ni dans ta philosophie ni dans la mienne, des propos antisémites, par exemple. Jamais, c'est pas mais tout de suite, on va porter le flanc à ces critiques-là. Je ne peux pas porter des propos racistes dans l'ensemble. Non, pas mais voilà, mais ni homophobe, ni... Jamais. Mais le problème, c'est que comme on est supposé d'une identité, donc aujourd'hui, on te parle beaucoup du nouvel antisémitisme des banlieues, nouvel antisémitisme des Maghrébins. Non, et puis, ils confondent l'antisémitisme et l'antisionisme aussi. Non, mais... Parce qu'il y a une espèce d'amalgame qui est fait, alors que les idées politiques, en France, on peut critiquer un gouvernement sur ses idées politiques. Ça choque personne. Par contre, critiquer un gouvernement, ça peut être choquant. Là, je lisais un édito de Laurent Geoffrin qui disait aujourd'hui, il y a deux formes d'antisémitisme. En gros, il y avait l'antisémitisme de l'extrême droite, et il faisait le parallèle avec Dieudonné et Soural, et en gros, et un nouvel antisémitisme qui viendrait des quartiers, quoi, en gros. Mais je me disais, c'est irresponsable d'écrire ça, quoi. Il n'y a pas d'antisémitisme. On vivait très bien, tu le disais tout à l'heure, il y avait des juifs en Tunisie. Moi, quand en Algérie, hein, moi je le dis, et très aisément, hein, comme toi, mes parents ne m'ont jamais élevé dans la haine de l'autre. Ça n'existe pas chez nous, c'est pas dans la culture. J'étais allée il y a 3 ans en Tunisie au moment du pèlerinage de la Griba, de la synagogue de Djerba, et je discutais avec un Tunisien. Et on discute, et à un moment donné, il me dit « Ah non, moi je suis juif. » Mais tu sais, c'était un Tunisien, quoi, comme on dit chez nous. Il te parlait, il vivait sur place. Non, mais il vivait encore à Djerba. Donc, en fait, c'était moi l'immigré, tu vois ce que je veux dire. Mais nous, on a le grand rabbin d'Alger qui est toujours en Algérie. C'est comme ça, on pense que l'Algérie serait pour des positions. Moi, j'ai un ami qui est avec moi, qui est juif tunisien. Et une fois, lui-même, il m'a dit « Ah, là, je pense que je vais aller soutenir mon pays, je pense qu'on va faire un truc. » Donc moi, je me dis « La France, vous savez, et je lui dis « Tu vas soutenir qui ?» Il m'a dit « Bah, la Tunisie. » Il s'identifiait, c'est son pays, quoi. Et c'est pas un regard paternaliste ou ça. Non, non, il se sent tunisien. Non, mais tu vois, le problème, c'est qu'on marche, on a toujours peur, on marche sur des œufs, parce que tu as toujours peur de vexer quelqu'un quand tu commences à parler de ces sujets-là, que ce soit des amis de confession juive ou tu vois. Mais c'est voulu. Les amalgames qui sont faits sont voulus par certains. On n'ose pas dire qu'ils sont de droite extrême, parce qu'on veut pas déplaire à je sais pas qui. Il faut de l'honnêteté intellectuelle. Il faut pouvoir se regarder devant une glace. Tous ces gens-là, on peut pas, comme on dit, un proverbe kabyle, tu as parlé de tirailleurs kabyles, il y a un proverbe kabyle qui dit on ne peut pas cacher le soleil avec une passoire. Mais dis-le en kabyle. Mais bon, donc je te disais, donc, Nadia, et donc là, donc le Courrier d'Atlas aussi, c'est vrai que c'est pas simple, parce que souvent, si les gens font des amalgames, tu sais, sur le Courrier d'Atlas, alors que c'est un journal avec une ligne politique ouverte, t'en es la rédactrice en chef avec... Sur les réseaux sociaux, tu vois des moments où on te dit, je sais pas si tu vois passer des attaques par moment, et le Courrier de l'Atlas. En fait, maintenant, je réponds toujours de manière factuelle. J'évite de m'énerver parce que c'est contre-productif. Ça m'agace par contre quand on m'insulte. C'est normal. C'est normal. Alors je le dis, c'est pas les gens qui m'insultent. C'est pas digne. Non mais attends, Nadia, je le dis parce que c'est important. Moi j'ai pas de truc. C'est pas un débat d'idées, c'est un débat d'idées. Mais quand on insulte les gens, c'est pas digne de ceux qui le font. Voilà. Du coup, en fait, avant je répondais. Maintenant j'ai une ligne de conduite qui est très claire. S'il y a des insultes, je ne réponds pas. Voilà. Parce que je pense que de toute façon, le débat il est déjà biaisé. Donc je sais que je vais perdre mon temps, ça va s'engrainer, ça va servir à rien. Maintenant, j'explique à chaque fois. Par exemple, on a pu me dire, puisqu'on est en toute transparence, on a pu me dire oui, vous êtes sur une ligne anti-algérien. Pas du tout. Tu prends par exemple ce numéro-là, c'est
justement, bon, en plus tu as encore la Palestine. C'est le mauvais exemple. Et puis ce serait un peu, si je peux me permettre, je ne veux pas dire, mais ce serait un peu compliqué chez toi si tu étais sur l'identité algérienne. Voilà, mais tu peux le dire, mon mari est algérien. Non, mais tu as quelques problèmes familiaux. Non, mais c'est une ligne éditoriale, je veux dire, c'est un journal qui fait ça, donc il faut que les gens aussi acceptent la diversité d'expression. Par exemple, tu vois, Oran, j'ai vu. Voilà, on a fait un papier sur Oran, une ville en effervescence, pour montrer tout ce que Oran aujourd'hui produit de positif, ne serait-ce que en slam, en livres. Voilà, on est dans la partie culture, on met tout le temps en avant ou des auteurs, ou des chanteurs, des musiciens, des algériens. Regarde, on revient sur l'exil des Juifs algériens, le sujet dont on parlait tout à l'heure. J'en parle parce que c'est vrai que je sais que ça te touche, parce que c'est vrai que quand ça n'est pas le cas, ça touche toujours. Non, mais tu vois, par exemple, là, on parle, peut-être que tu peux le montrer, on fait toute une double sur une maison d'édition algérienne qui cartonne pour raconter. Donc, tu vois, des fois, on nous fait des procès, les gens qui nous font des procès d'intention ne lisent pas le magazine. Donc, ça, quand je m'en rends compte assez vite en échangeant avec les gens qui ne lisent pas le magazine, je ne perds plus mon temps non plus, tu vois. Ouais, mais je sais que ça t'a... Alors, Nadia, si tu peux, je sais que ça t'a touché, parce que c'est ce qui est en soi. Le fait que les gens... Alors, je le dis, on n'est pas dans l'opposition avec tel ou tel. Et c'est un journal, même s'il était sur cette ligne, mais là, tu expliques effectivement, il est ouvert à tout le monde. Et je sais qu'il est ouvert, puisque moi, j'ai déjà été cité sur des choses, tout ça, alors que les gens trouvent qu'ils soient enfin, les choses. Le problème qu'il y a, c'est on parle de beurre, et qui est une... D'ailleurs, ici, on accueille tout le monde. Voilà, tout le monde est bienvenu. On avait, par exemple, Chibania Kabyl. Voilà, le film de notre ami des Figues en avril, Nadir Dendoun, voilà, non mais, qui était de chez moi, en Kabylie, à Béjaïa. Non mais c'est vrai que il faut, je pense que c'était bien que tu en parles, parce que les gens ont, c'est souvent sortent des arguments qui sont biaisés. Mais oui, mais parce que tu as signé à résidence, c'est aussi une façon, on ne comprend pas qu'on critique la situation à résidence, et là on veut le faire pour des journaux, tout ça. Oui, c'est un journal, c'est pas... Non mais surtout, ils n'ouvrent pas le magazine, donc c'est vrai que j'ai dit, c'est compliqué pour moi de discuter avec des gens qui n'ouvrent pas le magazine. Tu vois, par exemple, on est revenu sur l'affaire Ménel, on prend quand même... c'est la contestation en Tunisie sur la jeunesse. Là, on fait une critique justement d'une loi qui est passée au Maroc en disant que c'est une loi à minima sur les violences faites aux femmes. Oui. Tu vois, mais encore une fois, ce sont des gens qui n'ouvrent pas le magazine, tu vois, donc c'est compliqué. Bon, là, c'est un de tes collègues. Adil, ouais. À la fin, il n'est pas au collègue ici, il a la radio, mais Adil, ça en est vrai. Non, mais on n'est quand même pas obligé, Nadia, on n'est quand même pas obligé de justifier sur ce qu'on met dans un journal, quand même. Est-ce qu'on le demande au Monde, à Libération, qui est derrière? C'est ça que ma question à moi, parce qu'on a le droit, même à la rigueur, on pourrait l'être, et j'ai envie de leur dire, et alors, je veux dire, il y a une éditoriale, et c'est aussi ça, je veux dire, à un moment donné. Non, mais ce que je regrette aussi, c'est que, bon, on peut critiquer le magazine, mais souvent, ils le critiquent aussi. Oui, fondé, mais en m'attaquant sur mes origines, que je ne suis pas marocaine, ou que je suis marocaine, et que donc je suis... Alors quand on suppose que je suis marocaine, donc je suis pro-Mahzan, pro tout ça, quand je ne suis pas marocaine, je suis forcément pro-algérienne, donc anti-marocaine. Enfin, à un moment donné, je leur dis, les gars, mettez-vous d'accord. Mettez-moi dans un camp ou un autre, mais... Et puis, si vous pouvez pas te mettre... Non, mais s'ils pouvaient te mettre dans aucun camp, juste être journaliste, une rédactrice en chef, qui sont boulot, quoi. Non, mais et sexiste aussi. Beaucoup d'attaques sexistes, tu vois, parce que je suis une femme, à un poste où on n'a pas l'habitude de voir des femmes, il faut le dire clairement, des rédacteurs en chef ou des rédactrices en chef, il n'y en a pas beaucoup, et quand une femme est rédactrice en chef, c'est souvent dans un féminin, et pas dans un newsmag, donc voilà. Donc, justement, tu me l'as retiré de la bouche, j'allais dire, en tous les cas, moi je ne sais pas si, je sais que le Courrier de la Tasse qui finance ça, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'en tous les cas, moi je salue que le Courrier de la Tasse, il ait mis une femme rédactrice en chef, et moi je veux bien, on peut critiquer les choses, mais quand on veut être critique, il faut être aussi autocritique, il faut que ce soit constructif. En tous les cas, il a le don d'exister, il a le don de parler de la Palestine, d'un autre regard sur la Syrie, d'autres portraits de personnes de la Palestine, oui, je l'ai dit. Mais et on parle du Congo, par exemple, on essaye vraiment d'être... J'y venais des portraits de gens qu'on ne voit pas, de traiter l'actualité différemment, c'est quand même pas rien, non ? Non, mais moi je suis contente et fière de travailler pour ce support. Ça fait maintenant bientôt 6 ans que je suis rédactrice en chef. Donc voilà, bon, peut-être que je devrais céder un jour ma place à une autre femme ou à un autre garçon. Ce serait mieux une femme, parce que sinon... Oui, mais j'en fais pas une cause. Je pense que ça va être une question de professionnalisme. Tu vois, si c'est un collègue ou une collègue, l'essentiel c'est qu'il porte le magazine.
Et voilà, on n'en fait pas un combat, que ce soit une femme ou un homme. Mais après, on essaye d'aborder, en tout cas, d'avoir toujours un sujet pertinent. Et notre question, c'est toujours de dire comment on va intéresser nos lecteurs et est-ce que c'est un angle différent? Si c'est pour qu'ils retrouvent des articles qu'ils peuvent lire dans un support autre, ça ne sert à rien. On va chercher l'angle original et on va l'avoir par nos réseaux parce qu'on a quand même un bon réseau dans les quartiers populaires, qu'on a un bon réseau quand même dans la communauté ou à la fois maghrébine. Je ne voulais pas dire communauté musulmane parce que souvent les médias... Il y a une confusion, ouais. Souvent, et puis les médias mainstream, j'ai envie de dire, nous contactent justement au lendemain de Charlie, par exemple. On nous a beaucoup contactés pour donner notre point de vue en nous disant « Mais vous, la communauté musulmane ?» Je dis « Mais quelle communauté musulmane? Il n'y a pas de communauté homogène, compacte, tu vois ?» Ah oui, ils sont divers comme tout le monde, d'ailleurs. Voilà, du coup, je leur ai dit « Mais moi, je n'ai pas de blanc-seing, je n'ai pas été élue pour parler à la place des gens. » Donc, c'est pour ça que je te disais en préambule tout à l'heure, j'ai du mal à accepter d'aller dans les médias. J'ai toujours peur de me faire instrumentaliser, qu'on me fasse dire la petite phrase qui va être extraite pour faire un préjugé, un stéréotype, tu vois. Donc c'est toujours compliqué. Bah écoute, parce que là l'émission c'est toujours sa fin. Déjà. En tous les cas, déjà, bah oui. Moi j'ai beaucoup apprécié, c'est-à-dire que bon, moi je le dis tranquillement, moi je te connais depuis longtemps, Nadia, a toujours été militante avec l'art de pouvoir travailler de façon des gens de découvrir, mais pas de compromission. Donc je le dis parce que je dis toujours ce que je pense. De toute façon, on n'empêchera jamais de dire ce que je pense. Hein. Donc voilà. Et en tous les cas, moi j'étais content de te recevoir, de pouvoir un peu montrer aussi ce parcours, montrer qu'on a des femmes, pas parce qu'elle est issue, mais qu'on a des femmes qui s'appellent Nadia, Fatima, ou comme on a des hommes, tout ça, et qui ont des parcours intéressants, qui arrivent à diriger quand même un journal avec une ligne éditoriale. Et je pense que si ça peut encourager les nôtres et être de conditions sociales modestes et arriver à quelque chose, et ben, en tous les cas, on te remercie pour ça. Merci beaucoup, Yakli, pour l'invitation. Merci à toi. Eh bien, nous, on se quitte et on se retrouve lundi prochain, 21 h, avec un nouvel invité cette fois-ci. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité.